Tout d'abord, bonjour à tous. Farid disait que je serais le meilleur pour parler de systémique. Je ne suis pas sûr que je serais le meilleur pour parler de systémique, mais je vais vous faire part plutôt de mon expérience par rapport à tout ça. Donc j'ai eu la chance, j'ai un parcours très atypique, et à l'âge de 30 ans, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin, sur ma route, la systémique et la thérapie brève. Jusqu'alors, j'avais une vision assez interactionnelle des choses. J'ai une formation BTS où on a forcément à prendre tout en compte pour considérer une situation, un système, une entreprise. Et j'ai un parcours aussi dans le sport. De la même façon, les notions de feedback, d'apprentissage, tout ça ne m'étaient pas complètement inconnues. Et c'est un moment où j'ai eu un gros changement professionnel, où je suis passé du milieu d'équitation au milieu du social, de l'accompagnement social, où j'ai eu la chance de rencontrer Christian Royer, qui était lui-même thérapeute en thérapie brève, qui a été formé à l'IGB de Liège, l'Institut Gregory Benson, et qui m'embaucha à ce moment-là pour travailler sur du public en grande difficulté. Alors on va faire un petit peu d'historique pour les gens qui auraient un peu d'intérêt à cela. Sur les origines, donc l'Institut Gregory Benson de Liège, c'est des chercheurs, un groupe de pionniers de la thérapie brève en Europe qui a passé l'Atlantique et est allé se former au Mental Research Institute à Palo Alto. Ils ont monté l'Institut Gregory Benson à Liège, qui est avant tout un institut pour la thérapie, mais qui est aussi un organisme qui est en perpétuelle recherche sur le travail justement sur les interactions, le développement personnel et la stratégie de communication. Le Mental Research Institute est composé de pas mal de gens au départ. Ça, c'est les années 50-60. Certains noms qui apparaissent à l'écran ne sont probablement pas inconnus pour vous, si ce n'est que quelque chose qu'on entend beaucoup actuellement, qui est l'hypnose ericksonienne. Erickson faisait partie des pères fondateurs de la thérapie brève. Et ces gens-là ont travaillé sur chercher une nouvelle mode de prise en charge des gens en difficulté. Les années 50-60, c'est l'émergence de tout ce qui va être le schéma de la communication, le traitement de l'information, et ensemble, ils vont travailler sur un support que je vous propose pour la compréhension, où on partira de l'individu. Les notions qui vont nous intéresser là vont être déjà la première chose, ça va être la vision que l'individu a de lui-même. Comment il se trouve, quelle est sa confiance en lui. Et puis la deuxième notion importante, ça va être sa vision du monde. Et là, sa vision du monde, c'est plus tout ce qui l'a traversé depuis qu'il est né, que ce soit aussi bien des rencontres qu'il va faire au niveau scolaire, des maladies qu'il va peut-être avoir, des décès, des gens qui vont aller et venir. Et c'est tout cela qui va lui permettre de constituer des filtres pour identifier le monde dans lequel il va se déplacer. Si on parle de communication, bien évidemment, c'est qu'on va se retrouver avec un autre individu en face qui lui-même va avoir sa propre vision de lui-même et sa propre vision du monde. Qui dit communication, dit forcément une information qui va être envoyée de l'un vers l'autre, et une information qui ne sera pas forcément que verbale, mais où tout le non-verbal a beaucoup plus de place presque que le verbal. À ce moment-là, évidemment, il va y avoir un retour. Ce retour, c'est le fameux feedback, que vous avez certainement pu aborder sous plein d'autres coutures. Et ce feedback va permettre à l'individu premier de se recalibrer, vérifier s'il a été compris, ou si ça n'a pas été le cas, de reformuler différemment sa communication. Alors ça, c'est relativement simpliste, et il manque une chose à ce schéma pour qu'il ait tout son sens, c'est évidemment le cadre dans lequel cette communication va se dérouler. Ça paraît évident, mais quand vous jouez à la balle avec des amis et qu'on vous pique le ballon, vous pourrez lancer allègrement enfoiré, qui sera forcément pris comme je te reconnais capable de m'avoir piqué le ballon. Hein. Si on change de cadre et que vous me faites ça pendant un entretien d'embauche, je ne pense pas que ça se passe de la même façon. Donc forcément, le cadre va avoir une importance énorme. Donc tout cela va leur permettre à ces chercheurs de travailler sur une façon d'aborder les cas cliniques en ayant dans un premier temps
beaucoup d'attrait sur quelles sont les interactions qui vont se dérouler par rapport à la problématique qui est posée. C'est-à-dire quels sont les individus qui rentrent en jeu, quelle interaction il y a entre eux, et comment se joue ce problème. Donc ce qu'on va chercher dans un premier temps, c'est des séquences, comme on regarderait un film. Et pendant qu'on va creuser et explorer toutes ces séquences, la chose la plus importante là-dedans va être de repérer les tentatives de solutions que les gens ont mis en place pour régler leurs problèmes. Et l'intérêt de cette prise en compte comme ça des séquences et des tentatives de solutions, c'est qu'à partir de là, la méthodologie va être plus participative, c'est-à-dire que le thérapeute va avoir à proposer un changement, et ce changement, il va le proposer de façon stratégique par rapport à ce qu'il a capté comme information lors des premières séances, pour amener l'individu à changer son mode de réponse à son problème à 180 degrés des tentatives de solutions qu'il avait mis en place au départ. Ça peut paraître un peu flou, mais on va revenir au fur et à mesure sur ce schéma qui est important. Alors comment moi aujourd'hui j'utilise tout ça ? Parce que j'ai essayé de vous faire un résumé très concis, mais c'est des années de formation à l'IGB. Aujourd'hui, moi j'utilise ce modèle sur plusieurs dimensions. J'ai d'abord un cabinet de thérapeutes, où je reçois les patients en individuel sur des problématiques diverses, qui peuvent être aussi bien des problèmes d'addiction, de dépression, de troubles de comportement, des choses comme cela. Je suis sollicité aussi pour faire de la supervision d'équipe, de l'analyse de pratique, dans lequel je vais utiliser effectivement tous ces décodages pour permettre d'identifier les situations. Et puis dernièrement, depuis 1 an et demi, je suis référent d'une formule qui s'appelle la garantie jeune. Certains en ont entendu parler parce que le gouvernement a pas mal communiqué là-dessus. Et puis il y a eu un fait d'actualité il y a peu de temps sur ce sujet-là. La garantie jeune, c'est une mesure d'accompagnement renforcée qui s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, sans solution, dans une situation assez précaire. Et le but est de les amener à définir un projet professionnel. La première étape dans cette prise en charge, c'est ce qui est un peu atypique par rapport aux habitudes d'accompagnement, c'est qu'elle réside en 1 mois où les 12 individus se retrouvent ensemble, en groupe, avec un chef d'orchestre, donc en l'occurrence moi. Et là, tout ce que je vous ai expliqué avant va prendre sa dimension. C'est-à-dire que ce sont les interactions qui vont se créer et qui vont exister dans ce groupe, qui vont nous permettre, et permettre surtout à l'individu, d'identifier les erreurs de dysfonctionnelles qu'il va commettre au niveau communication, relationnel, d'initier de nouveaux comportements, de nouvelles tentatives plus positives, plus constructives pour communiquer avec les autres. Et tout ça va l'aider à prendre confiance en lui, évidemment, et de plus, va régler un certain nombre de problèmes d'ordre éducatif, cognitif, comportemental. Et finalement, le projet professionnel, il va arriver un peu en fin de chaîne. C'est-à-dire que du moment où l'individu va pouvoir se construire, identifier ses propres valeurs, apprendre à communiquer différemment avec l'autre, et à partir de là, on va pouvoir commencer à identifier des domaines professionnels dans lesquels il va pouvoir s'épanouir et qui lui correspondront le mieux. Tout ça est passionnant, c'est pour ça que je fais ce travail. Mais au-delà de ça, on a 2 têtes pensantes actuellement en Europe, qui sont Jean-Jacques Witzal et Giorgio Nardone en Italie, qui travaillent beaucoup ensemble, qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle « Une logique des troubles mentaux ». Et dans cet ouvrage, ils nous proposent un décodage encore plus efficient, je trouve, par rapport à la problématique, mais ça va au-delà de la problématique. Là-dedans, ils développent un concept qui s'appelle le diagnostic opératoire systémique et stratégique. Ça se veut être un peu le pendant du DSM, pour ceux qui connaissent un petit peu en psychologie classique, c'est-à-dire comment décrypter tout ça et comment interagir. Alors ce fameux DOS, il est primordial. Il va se décomposer en 3 notions très très importantes. La première, ça va être la notion de contrôle. La notion de contrôle face à un problème. Vous allez vous retrouver le matin avec vos lacets qui cassent alors que vous êtes déjà à la bourre pour aller au boulot. Vous allez prendre ça en main. Vous allez changer de paire, vous allez changer les lacets, vous allez trouver une solution. Vous êtes acteur de la résolution de ce problème-là et vous enchaînez votre journée. La deuxième dominante, ça va être l'évitement. Alors bien évidemment, il vient en opposition avec le premier. C'est-à-dire que, oulala, ce problème, je ne sais pas trop comment le gérer, je vais laisser glisser et probablement qu'il va se régler tout seul.
La troisième dimension est un peu plus compliquée. Cette dimension-là, c'est la validation de croyances. Alors dans ce domaine-là, c'est pas tant la croyance en elle-même qui va être importante pour nous à décoder, mais plutôt comment l'individu va valider cette croyance. Alors pour prendre un exemple très simple, mon système familial ou dans mon système scolaire, je me suis toujours entendu dire que j'étais un bon à rien, que j'étais incapable d'apprendre, et de ce fait, bien quand je vais me retrouver confronté à un test, je vais pas me donner les moyens, je vais pas creuser, et à un moment, je vais forcément échouer. Et au moment où j'échoue, c'est QFD, autoréalisatrice. Cette situation fait que ça valide ma croyance et ils avaient bien raison de me dire que j'étais un bon à rien puisque je ne suis pas capable de le faire. Alors on pourrait dire c'est cette croyance de bon à rien qui est nocive là, il faut trouver une solution. Mais si on garde la même croyance, le même individu peut très bien dire au contraire, je vais prouver à tout le monde qu'ils ont tort et je vais me donner les moyens et je vais réussir. Donc finalement c'est pas cette croyance d'être incapable qui va poser problème, mais plutôt ce qu'on va en faire. Donc c'est bien cette notion de validation de croyance qui va rentrer en jeu sur la construction positive ou négative de l'individu. Alors globalement, ces trois notions-là, tout autant qu'on est, on les utilise au quotidien. Une fois on va contrôler, une fois on va plutôt éviter, on gère tout ça avec les croyances qui sont les nôtres. Quand on s'aperçoit que nos croyances tiennent pas bien la route, on va les faire évoluer. Globalement, ça fonctionne. Quand ça commence à devenir dysfonctionnel, c'est souvent qu'on en utilise une ou deux de façon beaucoup plus répétitive et importante. Si on les reprend toutes les trois, la première notion du contrôle, en fait, plus je contrôle, et plus ça m'échappe. C'est un peu antinomique, c'est un peu paradoxal, mais en fait, si on prend un exemple, d'un point de vue éducatif, je veux apprendre à mon enfant à ne pas se brûler et je vais être très attentif parce qu'il est petit, il va pas forcément comprendre, mais du coup je lui interdis de mettre la main sur le four et je suis très vigilant et je contrôle la situation en permanence pour pas qu'il se brûle. Et lui-même, subissant un contrôle permanent, n'aura que de cesse à dire quand est-ce qu'elle va me lâcher la grappe pour que je puisse aller essayer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Bim, tous les coups ça marche, l'enfant se brûle, la mère, je suis une mauvaise mère, je n'ai pas assez contrôlé. Mais ce qu'elle n'a pas forcément repéré dans ce système, c'est parce qu'elle a fait que trop de contrôle qui, à un moment, lui a forcément échappé. Sur la notion d'évitement, là, on va faire appel à une donnée qui est ancestrale chez nous, êtres humains, qui va être la peur. De peur d'échouer, je vais éviter. Alors, dans certaines situations, ça va fonctionner. Puis c'est quelqu'un d'autre qui va contrôler à ma place et puis qui va trouver la solution. Finalement, c'est fonctionnel. Par contre, du moment où je commence à m'enfermer dans trop d'évitement, il y a un moment où ça m'échappe complètement. Ce n'est plus moi qui décide. Pour prendre un exemple concret, ça va être par exemple les situations d'agoraphobie. Je suis pas très à l'aise dès qu'il y a un groupe, 2-3 personnes, je sais pas trop comment me positionner. Et du coup, je vais éviter. Puis j'évite une fois, j'évite 2 fois, et puis tant que possible, j'évite de plus en plus. Puis à un moment, finalement, dans la rue, il y a plein de gens, puis c'est tout aussi gênant. Et petit à petit, comme ça, je me recroqueville sur moi et je ne sors plus chez moi. Et donc, l'évitement poussé à terme fait qu'on a un enfermement et que je perds complètement le contrôle de ma vie. Et puis sur la troisième notion, qui est la validation de croyances, plus je vais m'accrocher à des croyances négatives qui vont pas m'aider à me construire, et bien évidemment, moins je vais m'épanouir. Elles me dépassent. Pour exemple, la maladresse. On vous dit depuis tout petit, mais t'es maladroit, regarde, t'as encore échappé cette chose, voilà. Et on vous colle une étiquette de maladroit. En réalité, au moment où on va vous demander de faire quelque chose un peu plus délicat, on va dire, oh là là, mais non, lui faites pas faire ce truc-là, il est maladroit. Et du fait d'être maladroit, si je m'y confronte, j'y vais comme ça, un peu tremblant, et au moment où je vais le faire, je vais encore rater, et je vais encore me planter. Donc d'un point de vue fonctionnel, c'est vraiment le fait de s'enfermer dans un des fonctionnements de façon excessive qui va poser problème. Alors, en tant que thérapeute, ces 3 notions, le contrôlant excessif, on va l'amener petit à petit à lâcher prise, à éviter un peu plus. L'évitant excessif, on va lui apprendre à reprendre un peu le contrôle de tout ça. Et puis, pour ce qui est des validations de croyances, c'est pas tout à fait la même mécanique à accompagner, dans le sens où il va falloir casser petit à petit ces croyances
pour permettre à l'individu d'en bâtir de nouvelles beaucoup plus fonctionnelles. Quel lien avec demain? Si à la base, cette méthodologie a été pensée pour traiter des problèmes psychiatriques, psychologiques, en fait, on s'aperçoit qu'elle a beaucoup plus d'étendue au niveau des implications, puisqu'on va la retrouver au niveau des entreprises, on va la retrouver au niveau du sport, on va la retrouver à plein de niveaux. C'est dans l'interaction que tout autant qu'on est, on apprend à se calibrer. L'homme ne sait et ne peut pas se calibrer s'il n'est pas en interaction avec ses semblables. Et puis la vie en général, de toute façon, c'est un enchevêtrement d'interactions multiples. On ne peut pas dénier que tout est un système et tout fonctionne avec. Et notamment, vous connaissez tous l'effet papillon. C'est exactement représentatif de ce fonctionnement-là. Moi, j'observe de plus en plus des gens qui vont rechercher à prendre en globalité des situations, et pas forcément que des problématiques, mais la gestion d'une entreprise ou d'une équipe en global. Et on va s'apercevoir que tout ça va de plus en plus, tout ce quand on est dans une situation où on essaye de traiter les choses de plus en plus vite. On a besoin d'efficience, d'efficacité. Et on en est à rechercher un mode de pensée écologique. Alors, manque de pensée écologique, pour faire un clin d'œil à l'agronomie. Mais en attendant, c'est une réalité telle que l'avait décrit Batson. Batson, qui était anthropologue et un des pères fondateurs de la thérapie brève. Et toute cette recherche-là est plus sur l'efficacité de la compréhension, de la communication, des systèmes, une efficience de tout ça. On est bien dans ce fonctionnement-là. Au niveau des gens qui pensent à tout ça actuellement, nous avons Pierre Rabhi, Marc Vella, et tous ces gens-là sont dans cet esprit général. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on a une révolution de terrain réelle qui s'oppose aux révolutions qui sont passées dans toute l'histoire de l'humanité ou qui sont récupérées la plupart du temps par des courants politiques, religieux. Et tout ça n'est pas du tout cette révolution qui vient du terrain. Internet, tout ça nous permet de communiquer beaucoup plus. Et ce que je vois, c'est qu'on a une montée en puissance de ça. Et je voudrais finir par une citation de Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Moi, personnellement, j'utilise tout ça dans ma vie de tous les jours, de façon professionnelle comme personnelle. Et vous ?